Madame Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la Commission des affaires sociales. Madame la rapporteure générale. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur de la branche vieillesse, Madame la rapporteure pour avis de la Commission des finances, mes chers collègues. Comme vous le savez, depuis 2020, la Commission des affaires sociales a souvent réclamé au gouvernement qu'il dépose un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, afin que le Parlement puisse se prononcer en temps utile sur les bouleversements que cette crise a entraînés sur les comptes sociaux. 3 années de suite, les prévisions et objectifs de la loi de financement de la sécurité sociale ont été rendus caducs en cours d'exercice, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Pourtant, nous n'avons pas été entendus et c'est en ce début d'année 2023 que nous sommes saisis d'un collectif social afin de porter la réforme des retraites, alors même que les prévisions de la dernière loi de financement de la sécurité sociale n'ont pas été modifiées en profondeur. Je sais que cet apparent paradoxe motive une exception d'irrecevabilité dont nous débattrons tout à l'heure. J'indique tout de suite qu'à mes yeux, un tel véhicule législatif peut contenir de telles dispositions. La Commission des affaires sociales aurait d'ailleurs mauvaise grâce à prétendre le contraire puisqu'elle propose une telle réforme depuis des années lors de l'examen du projet de financement de la sécurité sociale de l'automne. Et sur le fond, peu de mesures pourraient avoir un impact sur les comptes de la sécurité sociale supérieur à celui d'une réforme paramétrique des retraites. Qu'un texte budgétaire soit le cadre dans lequel le Parlement débat de la pérennité financière de notre système de retraite ne me choque donc pas. Au contraire. Il n'empêche que la plupart des mesures que nous allons débattre auront un impact financier à terme et que la rectification des comptes de l'année 2023 n'est que mineure. En quelques mots, le gouvernement n'a pas fait évoluer les prévisions macroéconomiques sur lesquelles il s'est appuyé cet automne. Il ne fait donc que tirer les conséquences pour la seule année 2023 de la réforme des retraites proposée par le présent texte. Or, celles-ci sont faibles et font apparaître une légère dégradation du solde de la branche vieillesse de 0,4 milliard d'euros. Et celle-ci est due, d'une part, à l'augmentation des dépenses à hauteur de 600 millions d'euros en raison notamment de la majoration des minima de pension. Et d'autre part, en sens inverse, à une économie de 200 millions d'euros grâce à la première application du relèvement des bornes d'âge à compter du 1er septembre. Au total, le déficit consolidé des ROPS et du FSV serait dégradé de ce montant, passant de 7,1 à 7,5 milliards d'euros. J'ajouterai simplement que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un amendement qui n'a pas été examiné, visant à augmenter l'Ondam 2023 de 750 millions d'euros. En prenant en compte ce recalibrage, la dégradation du solde pourrait donc dépasser 1 milliard d'euros par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Les débats sur l'article 15, si comme je l'espère nous parvenons jusque-là, vous permettront, Monsieur le Ministre, d'expliquer pourquoi cet Ondam 2023 doit être revalorisé dès à présent, alors qu'en novembre, le gouvernement soutenait contre l'avis du Sénat qu'il était parfaitement calibré. Mais bien entendu, le cadrage financier le plus important intervient à terme, puisque l'objet même de ce texte est d'organiser le retour à l'équilibre financier de notre système de retraite à l'horizon de 2030. Dans un contexte démographique délicat. À titre personnel, je souscris à cet objectif qui me semble cohérent avec les positions que notre commission et au-delà le Sénat ont défendues depuis longtemps. Je relève qu'au fil de ces années, le message du gouvernement a varié bien davantage puisqu'il s'agissait une année de refonder le système sans objectif financier, puis de refonder le système en l'amortissant d'un âge pivot, puis de le réformer
de façon paramétrique afin de financer toutes sortes de dépenses publiques et finalement, comme le Sénat, de présenter une réforme paramétrique pour équilibrer le seul système de retraite. Dès lors, il est difficile de reprocher à nos concitoyens d'avoir du mal à suivre. La pédagogie, puisque le mot est à la mode, naît de la répétition et non des changements de pied. Pour en revenir aux chiffres, je les reprends en quelques mots. Les projections de l'année 2030 font apparaître un déficit du système pris dans son ensemble de quelque 13,5 milliards d'euros en l'absence de réforme. Il s'agit bien d'un chiffre annuel dont le cumul creuserait une dette susceptible de remettre en cause la pérennité du système par répartition créé à la Libération, c'est-à-dire le principe de solidarité entre les générations qui fait que chaque génération d'actifs finance par ses cotisations les retraites de ses aînés, en comptant sur le fait que les générations suivantes feront de même. Face à ce trou de 13,5 milliards, le relèvement de l'âge légal et l'accélération de la durée de cotisation devraient rapporter 17,7 milliards d'euros en 2030, ce qui se traduirait donc par un excédent théorique de 4,2 milliards à cette échéance. Néanmoins, le présent projet de loi rectificatif de la sécurité sociale contient diverses mesures dites d'accompagnement, pour un total de 5,9 milliards d'euros. Le trou donc de 1,7 milliard qui en résulte a été comblé dans le projet initial par deux mesures, d'ailleurs d'ordre réglementaire. D'une part, l'augmentation de 0,12 points des cotisations patronales vieillesse qui sera compensée par la baisse à due concurrence des cotisations AT-MP et d'autre part, l'augmentation de 1 point des cotisations patronales de la CNRACL. C'est donc d'un projet tout juste à l'équilibre en 2030, par ailleurs fondé sur des hypothèses qu'il est permis de juger optimistes, que l'Assemblée nationale a été saisie le 23 janvier. Comme vous le savez, les débats n'ont pas permis aux députés d'aller au-delà de l'examen de l'article 2 ter. Et seule une mesure adoptée par l'Assemblée nationale aura un impact financier positif, significatif. L'harmonisation à 30% du taux de la contribution assise sur les indemnités de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur et de celle versée à l'occasion d'une rupture conventionnelle. C'est donc l'article 2 bis, dont le rendement en 2030 est estimé à 300 millions d'euros. Cependant, nous le savons aussi, le gouvernement a déposé des amendements à l'Assemblée nationale qui n'ont pas pu être examinés, mais qui auraient eu un coût de l'ordre de 850 millions d'euros s'ils avaient été adoptés. Cette présentation quelque peu aride, mes chers collègues, vise à montrer que même si le Sénat devra naturellement avoir ses propres marqueurs, nous ne disposerons que de fort peu de marge de manœuvre pour adopter des mesures généreuses en recettes comme en dépenses. Les quelques marges existantes ont déjà été utilisées. Il ne serait pas responsable de notre part de voter une réforme qui suscite tant d'émoi dans le pays si nous ne rétablissons pas véritablement la trajectoire budgétaire de notre système de retraite. La vraie générosité pour les générations futures consiste à leur léguer un système de retraite financièrement solide et dans lequel elles peuvent avoir confiance. Je conclurai en disant quelques mots des articles que j'ai pu particulièrement instruire en dehors des articles récapitulatifs. L'article 1er concerne la fermeture de plusieurs régimes spéciaux selon la clause dite du grand-père. Concrètement, les nouveaux personnels embauchés à partir du 1er septembre 2023 cotiseraient désormais au régime général et non plus dans le régime spécial. Cette mesure concernerait les régimes suivants: les industries électriques et gazières, la Régie autonome des transports parisiens, les clercs et employés de notaires, la Banque de France et les membres du Conseil économique, social et environnemental. Même si ces listes peuvent sembler présenter un certain aléa, les régimes retenus se caractérisent par un déséquilibre financier compensé, soit par une subvention d'équilibre de l'État ou de l'employeur dans le cas de la Banque de France, soit par une taxe spécifique. La Commission proposera donc au Sénat de s'en tenir à l'équilibre ainsi défini, au bénéfice de l'adoption d'un amendement de coordination.
L'article 1er bis a introduit une demande de rapport que je vous proposerai de supprimer. Par ailleurs, l'article 3 qui prévoit l'abandon du projet de transfert aux URSSAF de l'activité du recouvrement de l'Agirc-Arrco et de la Caisse des dépôts et consignations constitue un motif de satisfaction pour notre commission. Enfin, c'est dans l'annexe A que figure le principe de l'augmentation des cotisations patronales pour la CNRACL. Je vous proposerai, au nom de la commission, un amendement introduisant dans la loi le principe de compensation intégrale par l'État dès 2023. Pour conclure, je m'appuierai sur les propos de l'abbé Pierre qui disait « La responsabilité de chacun implique 2 actes, vouloir savoir et oser dire ». Notre responsabilité ici au Sénat repose, il me semble, sur ces 2 volontés complémentaires, comprendre et débattre. Je ne doute pas de chacune et de chacun d'entre vous, chers collègues. Notre Haute Assemblée saura se montrer à la hauteur de ces enjeux. Je vous remercie. Merci, madame le rapporteur général.